Bonjour à tous. La CDC m'a mis au défi de faire une présentation en 15 minutes, donc je m'excuse par avance si je dois passer rapidement sur quelques diapositives. Donc oui, effectivement, Calixis est un centre de recherche dédié à la prévention des risques à la personne. Nous avons 23 ans d'existence et d'expérience et nous avons pour objet d'étude la prévention des inondations à l'échelle donc de l'habitation et des occupants. Nous accompagnons les collectivités, enfin plutôt des acteurs publics et privés dans la mise en place de leur politique de gestion des risques d'inondation. Donc nous fondons toute notre expertise sur des travaux de recherche. Ensuite, nous appliquons donc les méthodes sur le terrain et nous intervenons très souvent auprès des collectivités locales qui aujourd'hui mettent en place un certain nombre de dispositifs de prévention sur leur territoire. Donc on le verra par la suite. Nous accompagnons aussi les collectivités dans la réalisation ou la révision des plans communaux de sauvegarde. On forme également les agents communaux à ce type de dispositif. Et enfin, toute notre expertise permet de sensibiliser le grand public au risque d'inondation avec donc des ateliers pédagogiques que nous avons. Donc vous avez une petite une illustration là sur le dessous ici. Alors la situation de la France face au risque d'inondation, donc il faut savoir qu'aujourd'hui on compte à peu près 17 millions de personnes en zone à risque, voire plus, avec toutes ces personnes qui se trouvent sur les territoires du littoral. On a aussi un peu plus d'une commune sur deux concernées. On est à 23 000 communes, je crois, exposées au risque d'inondation aujourd'hui. Et puis donc j'ai voulu vous présenter cette carte qui est issue de la Caisse centrale de réassurance, qui dénombre en fait les arrêtés catastrophes naturelles sur l'ensemble du territoire. Donc on s'aperçoit que les territoires du sud de la France et de l'ouest sont soumis aujourd'hui fréquemment aux inondations. Je crois qu'on compte plus de 30 000 communes aujourd'hui qui ont connu au moins une inondation et un peu plus de 14 600, je crois, qui ont connu plus de trois inondations sur leur territoire. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu l'exposition de la France face à ces risques d'inondation qui sont d'actualité aujourd'hui. On compte 21 milliards d'euros d'indemnisation cumulée à la charge du régime d'indemnisation CatNat, ce qui représente 55% du coût total assuré pour les indemnisations versées sur la période 82-2019. Et donc la carte de droite, donc c'est le premier poste, le risque d'inondation, c'est le premier poste de sinistre, un péril aujourd'hui qui a tendance à s'aggraver. Et à travers cette carte des coûts cumulés au titre des inondations sur la période 96, 2018 ou 2019, excusez-moi, je ne vois plus, donc source de la CCR, on s'aperçoit que la vulnérabilité des territoires du sud de la France est très notable, ainsi que des territoires en Île-de-France également. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre enjeu d'étude, évidemment, c'est l'habitat, ses occupants, et dans notre méthode, nous avons souhaité élargir cette étude, c'est-à-dire que, selon moi, on ne peut pas étudier l'habitat et ses occupants sans étudier les facteurs extrinsèques, j'ai envie de dire, donc les facteurs liés à la politique de gestion des risques d'inondation à l'échelle d'une commune. Pour moi, tout est lié. Si on a une politique qui n'est pas suffisante à l'échelle d'un territoire, il peut y avoir des conséquences assez graves à l'échelle des individus. Donc c'était cette petite illustration que vous voyez ici. Donc vous voyez vraiment l'habitat et ses occupants qui sont très dépendants des services extérieurs et éventuellement donc de cette politique de gestion des risques d'inondation. Mais ce qui nous intéresse donc c'est la vulnérabilité du bâti et de savoir après ce que font les pouvoirs publics pour réduire cette vulnérabilité et ce que Calixis aujourd'hui fait pour aider ces pouvoirs publics à réduire cette vulnérabilité. Donc on est très dépendant de l'inondabilité du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui les habitations ont une vulnérabilité qui varie en fonction des paramètres de l'inondation ou du type d'inondation auquel l'habitat est exposé. Une habitation ne va pas réagir de la même manière
quand elle est exposée à une crue de débordement, qu'une habitation qui, aujourd'hui, dans le sud de la France, est exposée à des crues torrentielles, avec des affouillements très importants, et vous l'avez vu avec l'actualité, avec donc des habitations qui sont détruites au regard donc, de ces événements. Donc l'inondabilité, c'est très important. Une submersion marine peut avoir des conséquences très importantes sur du long terme en matière de dommages aux biens, où on a des effets de corrosion des différents équipements, des différents matériaux. Donc les dommages sont visibles des mois, voire des années après sinistre. L'atteinte à la sécurité des personnes, effectivement, c'est ce qui est aujourd'hui étudié, c'est ce qui est à craindre, le plus à craindre aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont renforcé leur politique, et notamment suite à Xynthia, pour optimiser la sécurité des personnes, et on verra comment après. Donc ça, c'est donc un point fort de nos études et de notre intervention sur le territoire. Les dommages matériels, effectivement, donc, dépendent grandement en fait, des paramètres du type d'inondation auquel nous sommes confrontés. Perturbation des besoins fondamentaux, nous n'avons plus d'électricité, plus de chauffage, plus de frigo, nous ne pourrons plus nous nourrir en période d'inondation. Donc aujourd'hui, on recommande aux particuliers de mettre en place ce qu'on appelle des plans familiaux de mise en sûreté, c'est-à-dire donc un plan organisationnel qui nous sert à agir avant, pendant, après inondation, et qui vous indique également comment constituer un sac de survie avec les différents équipements nécessaires pour assurer votre autonomie lors de l'inondation. Et alors, après la sécurité des personnes, ce qui est à craindre également, c'est le délai de réhabilitation. Aujourd'hui, si vous êtes face à une maison qui n'a pas du tout les matériaux nécessaires pour faire face à une inondation, le délai de retour à la normale sera plus difficile, plus long qu'une habitation qui a déjà intégré le risque d'inondation dans sa construction ou dans la structure existante. Alors la politique de gestion, que font aujourd'hui les pouvoirs publics? Alors avant de commencer, effectivement je parlais du fait que nous n'avions pas aujourd'hui de plan national qui permet d'intégrer le risque d'inondation à l'échelle du bâti. Les professionnels du bâtiment aujourd'hui ne sont pas formés pour accompagner les particuliers dans la résilience, la mise en place d'un certain nombre de matériaux qui peuvent être résilients face au risque d'inondation. Et on a un système d'indemnisation CatNat qui nous pousse à reconstruire à l'identique. Donc ce qui ne favorise pas aujourd'hui la résilience des territoires, des particuliers et de leurs habitants. Donc je vais passer très rapidement, puisque vous avez déjà vu ce matin, vous avez déjà abordé la politique de prévention. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces fameux dispositifs de prévention qui sont à l'échelle pluricommunale et communale. Donc notamment le plan de prévention des risques d'inondation qui réglemente l'occupation des sols, donc qui est élaboré par les services de l'État à l'échelle d'une commune et d'une intercommunalité, et qui va nous permettre d'identifier les zones à risque avec le croisement de plusieurs cartes, donc une carte qui cartographie l'aléa inondation et une carte des enjeux. Le croisement des deux nous donne une carte du zonage, un zonage réglementaire qui nous indique là où il est judicieux d'agir, notamment sur des zones où l'aléa inondation est très fort, où on va vous interdire par exemple de construire. Sur des zones où l'aléa est plutôt modéré, on va vous demander d'adapter votre habitation sous certaines conditions. Je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de la présentation. Je me dépêche. Alors, je voulais vous montrer cette slide qui me semble très intéressante, puisqu'aujourd'hui, la Caisse centrale de réassurance a fait une étude sur l'évaluation de l'impact des dispositifs de prévention sur la sinistralité. Et ça, c'est très intéressant parce que cela montre que les pouvoirs publics aujourd'hui ont renforcé les dispositifs de prévention et qu'il y a une responsabilité partagée entre les collectivités et les habitants qui sont aussi concernés par la mise en place d'un certain nombre de mesures à l'échelle de leur habitation. Alors, on ne voit pas bien, mais donc ici vous avez une coupe d'une vallée et une situation initiale où vous n'avez pas du tout de réglementation sur le territoire.
Donc ça, c'est donc ce qu'on a vécu de tout temps, c'est-à-dire que pour des volontés économiques, on s'est donc installé au niveau des fleuves. Sauf que l'évolution a fait qu'on s'est installé de plus en plus et on a densifié les lits majeurs et mineurs des fleuves. Le PPR arrive et donc vous voyez qu'ici, il impose de mettre en place un certain nombre de mesures sur des habitations qui se trouveraient en zone modérée. Donc par exemple ici, alors pour des projets de construction par exemple, on va recommander aux particuliers ou obliger les particuliers qui souhaiteraient donc implanter leur maison en zone d'aléa modérée de surélever, enfin ou du moins de mettre le plancher, le premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence de l'événement passé qui a eu lieu sur le territoire. Sur des bâtiments déjà existants, hein, donc les petites maisons bleues, on va donc obliger les occupants à se mettre en sécurité. Donc se mettre en sécurité, c'est quoi? On va leur demander d'aménager leur comble en zone refuge ou de construire un niveau refuge pour donc attendre les secours. Donc ces mesures sont réglementées par les plans de prévention des risques. Vous avez un certain nombre de caractéristiques techniques à respecter. Et donc nous accompagnons les particuliers à mettre en place, à définir déjà le niveau de risque des habitations et ensuite à définir les travaux à réaliser qui peuvent être rendus obligatoires ou recommandés, hein, j'insiste. Donc la mise en place en fait de PPR tendrait à limiter l'accroissement de la sinistralité des territoires, puisqu'on constate donc en adaptant les constructions qu'on a une stabilisation du nombre de sinistres, on a une baisse de la fréquence des sinistres et on a une baisse des coûts moyens des sinistres également. Alors je passerai également, donc ce sont les systèmes aujourd'hui, les outils qui sont mis à votre disposition par l'État et par Météo France qui vous permettent de rester vigilants. Et alors, même chose que le PPR, on a aussi le plan communal de sauvegarde, ça a été abordé ce matin, donc je ne reviendrai pas dessus, qui est donc accompagné du document d'information communale sur les risques majeurs. Et oui, parce que pour que les mesures de sauvegarde soient efficaces, il faut donc que l'on informe au mieux les particuliers. Donc c'est l'objet de ce DICRIM. Hein. Donc là, outils de gestion de crise, outils de sensibilisation et d'information pour connaître le risque. Et tout comme le PPR, donc la CCR a montré l'efficacité des PCS dans le sens où l'organisation de la chaîne d'alerte et de gestion de crise va permettre de baisser le nombre de sinistres et le coût moyen des sinistres et va permettre aussi aux particuliers, évidemment, d'anticiper le risque et de mettre en place les mesures nécessaires pour réduire les dommages et donc leurs coûts associés. Je voulais aussi vous parler du programme d'action de prévention des inondations qui a été également abordé ce matin, qui est plutôt, lui, donc un outil de contractualisation entre l'État et les collectivités et qui, je dirais, est un assemblage de ces dispositifs de prévention. Donc, ce dispositif, enfin ce programme d'action est également très positif, si on observe l'efficacité des dispositifs sur du moyen ou du long terme, puisqu'il va permettre d'assembler l'ensemble des dispositifs sur un territoire. L'assemblage de ces différents dispositifs tendrait à baisser le nombre de sinistres, la fréquence des sinistres et le coût moyen par sinistre. Alors, que faisons-nous aujourd'hui à l'échelle de l'habitat? Là, je vous ai présenté ce que faisaient les pouvoirs publics. Et maintenant, nous, à l'échelle de l'habitation, donc on intervient dans le cadre de programmes d'action, dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations, à l'axe 5 de réduction de la vulnérabilité du bâti et de ses occupants. Et donc, on se sert d'un outil qui est le diagnostic de vulnérabilité de l'habitat face au risque d'inondation, qui a fait l'objet de travaux de recherche. On intervient auprès des maîtres d'ouvrage que sont par exemple les comités de communes. Donc on intervient aujourd'hui auprès de la communauté de communes d'Oléron, qui est donc engagée dans cette action. Et on peut aussi intervenir dans un cadre réglementaire où le plan de prévention des risques d'inondation ou des risques littoraux oblige ou recommande un certain nombre de mesures.
Alors, pour quel objectif? Alors, je ne vais pas revenir dessus, c'est avant tout pour optimiser la sécurité des personnes, minimiser les dommages matériels, favoriser donc les délais de retour à la normale et éventuellement déterminer les travaux et leurs coûts qui peuvent être rendus obligatoires ou recommandés à l'échelle de l'habitation. Ça aussi pour objectif, via donc le plan familial de mise en sûreté dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accompagner les particuliers dans la mise en place d'un plan organisationnel afin qu'ils sachent quoi faire en cas d'événement. Alors notre démarche consiste à accompagner un particulier, donc là c'est les 4 points, les 4 étapes qui nous permettent d'accompagner un particulier qui est engagé dans cette démarche. Donc il y a une première prise de contact avec l'expert Calixis qui va se charger donc de programmer une visite. Et donc avant la visite du logement, on aura donc des informations sur l'altimétrie du premier plancher de votre habitation qui va nous permettre derrière donc de calculer une hauteur d'eau potentielle dans l'habitation. À l'issue de cette visite, nous on va observer, on va analyser les observations et les mesures faites sur le terrain et on va vous remettre un rapport de diagnostic et un plan organisationnel. Donc ce rapport de diagnostic, vous le verrez un peu plus après, va lister un ensemble, d'abord va vous lister les points vulnérables de votre habitation et des occupants, et ensuite les recommandations. Le diagnostic en 5 étapes. Dans un premier temps, comme je vous le disais, ce qui est très important, c'est de savoir si les occupants ont une bonne connaissance du risque. Est-ce qu'ils sont au courant de ce que font aujourd'hui les pouvoirs publics, de ce que fait aujourd'hui la collectivité en matière de prévention sur leur territoire. Donc on va évaluer la connaissance des particuliers. Pourquoi? Parce que c'est une remontée d'informations qui peut être intéressante pour la collectivité si elle souhaite renforcer cette politique de prévention. Le fait d'agréger l'ensemble des retours d'expérience ou des résultats des questionnaires de connaissances va permettre à une collectivité de renforcer ou d'orienter un petit peu plus sa politique en matière de prévention. Ensuite, on va venir caractériser le bâti existant et ses occupants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donc étudier le bâti, de quels matériaux est composé le bâti, quel équipement est situé à tel endroit, est-ce qu'il y a une zone refuge, enfin un étage, est-ce qu'il y a un vide sanitaire. On va définir en fait votre habitation et on va aussi caractériser les occupants. Est-ce qu'on est face à une famille avec des enfants en bas âge? Est-ce qu'on est face à une personne âgée, à mobilité réduite, dépendante ou non d'une assistance médicale? Donc ces informations-là sont très importantes également pour la collectivité, puisque ces informations peuvent enrichir le plan communal de sauvegarde, puisque le plan communal de sauvegarde, comme ce qu'il a été évoqué tout à l'heure, ça permet de sauvegarder la population et d'être en mesure d'agir auprès des populations très vulnérables. Alors ensuite, on va croiser l'habitation avec la hauteur d'eau potentielle qu'on aura calculée à partir de la cote de référence. Donc la cote de référence, Xintia plus 20 dans ce cas-là, donc par exemple 3,80, que l'on va comparer à la cote altimétrique du premier plancher de votre habitation, ce qui va nous donner donc une hauteur d'eau potentielle, qui est donc notre hauteur d'eau de référence à partir de laquelle nous allons réaliser le diagnostic. Le diagnostic consiste donc à déterminer les dommages matériels, leurs coûts associés et les mesures existantes qui peuvent venir réduire la vulnérabilité de votre bâtiment. Donc on va faire le tour de la maison, donc c'est une visite de l'intérieur de la maison, une visite de l'extérieur, et on va échanger avec le particulier sur ce qu'il aurait mis en place, sur ce qu'il a déjà en place. Ça peut être des bâtards d'eau, des barrières qu'on met donc sur les ouvertures pour limiter l'infiltration de l'eau. Une cheminée ou un poêle, ça peut également favoriser le délai, le retour à la normale dans l'habitation. Donc ça peut être considéré comme une mesure plutôt positive. Donc on va recenser l'ensemble des dommages potentiels et des mesures de prévention existantes. Ensuite, on va coupler donc la hauteur d'eau aux habitants, aux occupants, et on va voir s'il y a un risque pour les particuliers. À partir de 30 cm, vous pouvez être emporté selon la vitesse, donc c'est quand même assez conséquent. Et puis, on va aussi
mesurer l'impact des dommages matériels sur la sécurité des personnes. Une installation électrique défectueuse, avec donc l'absence de disjoncteur différentiel, pourrait éventuellement avoir un impact sur la sécurité des personnes. À l'issue de tout ça, donc nous, on va vous recommander un certain nombre de mesures. Donc là, vous avez quelques exemples de mesures. Donc ça peut être un bâtard d'eau. Donc vous voyez, le bâtard d'eau se met au niveau des ouvertures. Donc c'est comme une barrière qui donc est une protection temporaire que vous mettez en place au moment de l'alerte. Ou si vous êtes résident secondaire, vous pouvez laisser donc ce bâtard d'eau durant une période de l'année. Des clapets anti-retour. Alors généralement, on couple ces équipements. Le clapet anti-retour évite le refoulement des eaux usées dans l'habitation, ce qui est très dommageable. Hein. Donc voilà. Et associé à une pompe, là, on est sur une stratégie, la stratégie résistée, c'est-à-dire qui limite l'infiltration de l'eau dans l'habitation. Voilà, vous voyez, donc la stratégie résistée, on va limiter l'infiltration de l'eau dans l'habitation et puis on va estimer une rentabilité économique au regard du coût des dommages qu'on aura évalués. On peut également vous proposer la stratégie CD, c'est plutôt donc une adaptation des ouvrages existants. Donc par exemple, on va vous demander de changer votre parquet flottant par du carrelage, ce qui est beaucoup moins, un matériau moins vulnérable à l'inondation. Voilà, deux stratégies que l'on peut vous proposer, mais évidemment, en fonction des territoires et des contextes, on va s'orienter plus vers l'une que vers l'autre. Et associé à tout ça, vous avez des fiches techniques, et donc le plan organisationnel dont je vous parlais tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus, mais les fiches techniques sont très importantes puisqu'elles vous donnent les caractéristiques techniques à respecter si vous vous lancez dans les travaux. Ce qui vous permet aussi de pouvoir mieux dialoguer avec les professionnels du bâtiment qui aujourd'hui ne sont pas formés au risque d'inondation, comme je le rappelle. Donc ça peut vous permettre d'avoir un bon support pour dialoguer avec ces professionnels si vous envisagez les travaux. Et enfin, donc je finirai par cette diapositive. Vous allez me dire, bah oui, mais qui finance quoi? Donc là, aujourd'hui, vous avez le fonds Barnier, qui est un fonds étatique qui va financer les mesures recommandées ou rendues obligatoires par un PPR. La subvention est plafonnée à 10%, c'est-à-dire que de la valeur vénale du bien. Vous allez estimer votre bien, 100 000 € par exemple. Le plafond à ne pas dépasser, c'est 10 000 €. Et sur ces 10 000 €, l'État peut subventionner à hauteur de 80% de ces 10 000 €. Alors, les 20% restent à charge du particulier, mais aujourd'hui, vous avez des collectivités ou des dispositifs d'amélioration de l'habitat qui peuvent prendre en charge ces 20%. Voilà, donc ça, il faut se renseigner auprès de votre collectivité, ce qui peut éventuellement être pris en charge. Voilà, j'espère que j'ai été assez rapide et efficace. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.